3 minutes de retard, pardon. C'est pas très professionnel. Aux États-Unis, certainement, on serait blâmé, mais nous sommes en France, alors il y a un petit peu voilà, un petit peu d'indulgence. Eh bien, la semaine dernière, avec Alain Juppé, nous avons parlé en effet des affaires françaises, et la prochaine fois, avec Jean-Marie Roire, nous parlerons de la maîtresse italienne de Napoléon, et aujourd'hui, avec Philippe Labro, nous en parlait des États-Unis, qu'il connaît intimement depuis plus de 70 ans. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'accueillir Philippe Labro. Bonsoir. Non, mais Good evening. un silence, c'est très bien aussi de temps en temps. Alors, on est très heureux de vous recevoir, Philippe Labro, pour ce qui commence à ressembler à vos œuvres presque complètes, puisque Quarto, dans la question de Gallimard, a rassemblé vos écrits américains. Et c'est marqué édition d'auteur. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas, c'est eux qui ont décidé de ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, c'est mon choix, mais c'est le leur aussi. Les éditions Gallimard. Cette collection Quarto, je ne sais pas si vous la connaissez toutes et tous, c'est un peu l'équivalent d'une Pléiade. C'est mieux que la Pléiade. Ben, c'est plus moderne, oui. C'est plus accessible. Et c'est très bien fait. Et il décide très régulièrement, il en paraît à peu près 6 ou 8 par an, de publier des morceaux choisis, des grande partie de l'intégralité ou pas de l'œuvre de tel ou tel écrivain. Pour vous donner un exemple, avant ma parution à moi, il y avait Emmanuel Carrère, et le prochain, ce sera Yasmina Reza. Voilà. Donc, ils ont décidé que parmi, j'ai dû écrire à peu près 25 livres, il y en a 5 ou 6 qui concernent complètement les États-Unis, 4 romans et un document. Et j'ai écrit dans ma vie, comme journaliste, des centaines de portraits, de chroniques concernant la vie américaine. Le tout a été donc collecté et organisé par les éditions Gallimard sous le titre « Écrit américain ». Voilà, c'est tout simplement. Et la collection, donc Quarto, mais il y a un sous-titre qui s'appelle « Les voix contemporaines ». Oui, voilà. Oui, sauf donc, que voix contemporaines, il publie aussi, Quarto publie aussi des auteurs qui ne sont plus là. Hein. Oui, mais c'est une autre collection. Oui, il y a Michel Déon, il y en a d'autres, Milan Kundera et tout ça. Alors, donc c'est très intéressant. Donc, dans votre livre, on trouve des livres qu'on connaît, comme L'étudiant étranger ou un été au Colorado, un été dans l'Ouest, pardon, et On a tiré sur le président, mais aussi quelques portraits que vous avez faits, des articles, et j'ai trouvé aussi un texte de jeunesse qui est contre la littérature. Vous dites la littérature, c'est dans votre livre, votre texte sur Chandler, vous dites la littérature est morte. Ah bon? C'est en 70. Hein, vous dit ça à l'époque. Ah oui, c'est un texte assez insolent, je dirais, où vous disiez, mais de toute façon, la littérature est morte, c'est que pour les vieux, vive les livres et vive Chandler. Oui, j'étais enthousiaste. Raymond Chandler est un très très grand écrivain. Il a écrit Le Grand Sommeil, il a écrit Adieu ma jolie, il a écrit une dizaine de romans qu'on appelle des polars, des policiers, mais en réalité ce sont simplement des très grands récits, très bien écrits, très bien agencés, très bien structurés, qui racontent quoi? Qui racontent la violence dans une cité, le crime, la corruption, les rapports humains. Et en fait, on a étiqueté ces livres-là, parce qu'il n'y a pas que Raymond Chandler, il y en a un autre très connu aussi, qui est Dashiell Hammett. On les a étiquetés polars. Mais c'est tout simplement des romans. C'est des romans contemporains. C'est la comédie humaine. C'est balzacien ce qu'il fait, Chandler. Et on a eu tendance à une époque à un peu sous-estimer cette écriture sous prétexte que c'était simplement un policier. Mais non, c'est pas un policier. C'est un livre d'aujourd'hui. Et oui, ma préface aux lettres de Chandler, parce que ce dont vous parlez, c'est que Christian Bourgois avait publié sa correspondance, parce que ça faisait aussi partie, ça existe malheureusement de moins en moins, les écrivains écrivaient.
il y avait des correspondances. Chacun a lu ou pas la correspondance de Flaubert, de Gide, de Marguerite Yourcenar, bon, bref. Et en Amérique, d'Hemingway, de Fitzgerald. Et la correspondance de Chandler est passionnante, et on m'a simplement demandé de faire une préface. Et dans mon enthousiasme, effectivement, j'expliquais qu'à part lui, il n'y avait plus de littérature, Voilà, ce qui est ça. évidemment une énorme connerie. Non, parce que vous plaidez au fond en littérature pour le naturel. Le naturel qu'avaient représenté les romanciers français au XIXe siècle, Balzac, Flaubert et d'autres, et que, à vos yeux, représentaient maintenant les écrivains américains. En partie, hein, parce que tout ça se balade, il y a des cycles. Hein. Par exemple, un grand écrivain américain comme Tom Wolfe, qui était un de mes amis, m'a toujours dit que ses deux influences les plus importantes, c'était Balzac et Zola. Et d'ailleurs, quand on s'écrivait beaucoup, Tom et moi, je l'appelais Balzola. Et donc, il est allé chercher dans les romanciers du 19e, les romanciers français, hein, Maupassant, Flaubert, Balzac, Zola, Stendhal, de quoi faire sa propre littérature. C'est très intéressant, il y a des cycles comme ça. C'est-à-dire que, regardez au cinéma, Melville fait des films inspirés par le cinéma américain, et au bout de compte, son œuvre est reprise par une génération de nouveaux cinéastes. Donc il faisait un cycle d'inspiration qui existe d'ailleurs dans tous les domaines de l'expression et de l'art. Chaque artiste va chercher avant lui de quoi l'inspirer et le faire pousser, le faire avancer. Donc voilà, donc oui, la littérature américaine, grande partie de la première partie du XXe siècle, Hemingway, Steinbeck, Dos Passos, Faulkner, Fitzgerald, a en partie dominé la littérature occidentale. Attention, hein, il y a les Sud-Américains, il y a les Japonais, il y a les Allemands, il y a les Russes. N'exagérons rien. Toutes les littératures sont passionnantes. Il se trouve que moi, je me suis passionné pour celle-là parce que j'y ai vécu en étudiant. Oui, mais l'Amérique est entrée dans votre vie, dans votre enfance, grâce à votre père, par les livres. Mais oui, mais bien sûr, mais j'appartiens à une génération qui n'avait pas... Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait rien. Il n'y avait pas les petits écrans, il n'y avait rien de tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? On lisait. Et mon père était un homme lettré, très cultivé. Il n'était pas écrivain. Il a quand même écrit à son compte d'auteur trois bouquins. Et il m'a très tôt, ainsi qu'à mes frères, recommandé certaines lectures. Et comme par hasard, mes lectures à moi, c'était des lectures de romanciers américains, ce qu'on appelle les romanciers de la prairie. Et moi, le mot prairie me faisait rêver. Parce qu'il y a deux prairies. Il y a la prairie de mon enfance à Montauban, le Tarn-et-Garonne, un peu de gazon et 3 peupliers. Et puis il y a la prairie américaine, c'est-à-dire l'Ouest, l'espace, les Indiens, l'extraordinaire nature qui est là-bas. Et il y a deux écrivains de la prairie, que plus personne ne lit aujourd'hui. L'un qui s'appelle James Oliver Curwood et l'autre James Fenimore Cooper. Et qui a écrit des bouquins comme ça. C'est dans cette série de livres qu'il y a Le Dernier Mohican. Et tout ça, moi, je l'ai lu à l'âge de, je sais pas, 6, 7 ans, 8 ans. Et ça m'a fasciné. Et je me suis dit, à quoi ça ressemble, cette chose? C'était comme les Indes, pour moi. Il y avait un exotisme. Et donc, ça fabriquait un désir de comprendre et connaître ce pays. Et vous avez l'opportunité d'aller dans ce pays grâce à une bourse à laquelle vous portez candidat lorsque vous êtes tout jeune homme, et vous partez à ce moment-là. Est-ce que l'Amérique que vous avez connue en Virginie lorsque vous arrivez, évidemment, elle ne ressemblait pas à celle de vos lectures d'enfants? Ah ben non, bien évidemment. La littérature n'est jamais que de la littérature. Il y a la réalité. Et moi, je débarque à l'âge de 18 ans sur un campus en Virginie. Nous sommes au milieu des années 50. Et la Virginie, comme toute l'Amérique d'ailleurs, est encore sous le domaine de la ségrégation. Donc il y a les Noirs, on ne les voit pas, et il y a les Blancs. Petite école, élégante, très très bien organisée, très bien structurée, des bons professeurs. Et là j'arrive, et qu'est-ce que vous faites quand à 18 ans, étranger, ce que j'ai raconté dans mon roman, l'étudiant étranger, face à un univers que vous ne connaissez absolument pas, qui n'a pas les mêmes langages, les mêmes mœurs, les mêmes rites, les mêmes conventions, les mêmes habitudes, ben, il faut, et c'est ça qui est passionnant quand on part jeune quelque part, s'adapter. Si tu ne t'adaptes pas, tu meurs.
Et donc moi, j'étais pris et saisi par la curiosité de comprendre, de m'adapter pour être intégré dans ce système universitaire. Vous étiez très seul, vous étiez tout seul à ce oui, moment-là. oui, j'étais seul, oui, parce que, encore une fois, nous sommes à une époque où le téléphone est un gros objet noir, bizarre, étrange, dans le bureau d'un professeur, et on n'y touche pas. Donc moi, je n'ai pas appelé une fois au téléphone pendant 2 ans ma famille. On s'écrivait des lettres. Bon. Et je ne suis pas reparti là-bas pour les vacances. C'était trop compliqué, c'était cher, il y a le bateau, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, vous allez aux États-Unis, vous prenez un charter le vendredi, vous rentrez à Paris le dimanche, tout va bien. Ça coûte 3 francs 6 sous. Là-bas, le voyage américain, c'était une vraie aventure, une sorte d'odyssée. Donc j'y suis resté effectivement 2 ans sans jamais prononcer un mot de français, ce qui m'a donné la chance, quand je suis rentré à Paris à 20 ans, d'être totalement bilingue, de posséder une certaine connaissance de la culture, de l'histoire, de la politique, de la littérature américaine, et qui m'a donc donné un semblant de, pas supériorité, mais un peu d'avantage par rapport aux garçons de mon âge qui, comme moi, essayaient d'entrer dans le journalisme. Oui, enfin, ça vous a valu quelques déboires aussi. On y reviendra notamment dans votre dégaine et le fait de porter ces bottes américaines dans les rédactions françaises, ça vous a pas beaucoup aidé au début. Non, mais parce que vous vous preniez pour un Américain, quoi. C'était mal vu à Paris. Mais je me sentais américain. Figurez-vous que lorsque je suis rentré à Paris, quand je parlais français, je parlais avec l'accent américain. Donc oui, alors, ça donne à un gamin, j'étais un gamin à 20 ans, une certaine insolence, une certaine condescendance. J'ai été vite rattrapé par la réalité. Mais alors, au début, votre séjour aux États-Unis, vous êtes très candide, vous êtes naïf, et vous êtes devant une société apparemment simple, mais très complexe finalement. Oui, c'est tous les systèmes des universités américaines. Les étudiants ont des comités, ont des clubs, ont ce qu'ils appellent des fraternités, c'est des maisons dans lesquelles chacun vit et qui font que ça fabrique des clans, ça fabrique des familles intellectuelles ou culturelles. Il y a la fraternité des sudistes, la fraternité des Texans, la fraternité des gens de l'Est. Bon. Et tous ces gens-là, et ça c'est très américain, s'organisent, se structurent. Il faut presque comme de la politique, comme un petit gouvernement. Alors il y a toutes sortes d'instances qui surveillent ce qui se passe. Cette université, il y avait 3 règles, 3 lois. La première, c'était le speaking rule, la règle de la parole. C'est-à-dire que vous dites bonjour et bonsoir à toute personne que vous croisez, que vous connaissiez ou pas. Hello, hi, hello. Bien. Deuxième règle, évidemment, la sape, hein, l'habillement, costume, cravate toute la journée. Pas question d'être en jean et d'être dépoitraillé comme je le suis aujourd'hui. Et la troisième règle la plus importante, c'est qu'on ne triche pas. C'est-à-dire que vous laissiez vos affaires sur le banc au milieu d'un campus dans l'après-midi, le lendemain matin, elles étaient toujours là. Et si on trichait dans les cours et dans les travaux, ben, on était expulsé immédiatement. Donc 3 règles assez intéressantes et à mon avis très intelligentes, oui, et très utiles. Mais le comité, le student body, j'appelais ça le student body, le comité des étudiants, était dirigé donc par des seniors, parce que les universités américaines, comme vous le savez peut-être, il y a 4 ans, il y a le freshman, la première année, il y a les sophomores, 2e année, les juniors, 3e année, et les seniors, 4e année. Bien. Et donc ce comité était présidé par 2 grands seniors et quelques adjoints. Me demande de venir les voir, au bout d'un mois à peu près. J'arrive, et je m'assieds, on me dit, alors, comment ça va? Très bien. L'étudiant étranger, vous vous débrouillez? Oui, oui, très bien, je me débrouille, oui, j'essaie de me conformer à tout ce qui se passe. Très bien. Évidemment, vous respectez toutes nos conventions, parce que tout ça, c'est des conventions. C'est une structure, une institution de grand conformisme. Oui, très bien, bien sûr, mais enfin, il y a quand même, cher Philippe, il prenait un ton un peu déjà de juge, un peu sévère, il y a, mon cher Philippe, un petit problème avec la speaking rule, la loi de la parole, la règle de la parole. Et je dis quoi? Il n'y a pas de problème. Je dis bonjour, et bonsoir, et bon après-midi, et bon matin, et hi, hello, good morning, tous les jours.
tout le temps, à tout le monde. Je respecte la loi. Oui, mais vous ne souriez pas en le faisant. You don't smile when you do it. Ce qui veut dire qu'il y avait eu des observateurs, des délateurs qui étaient venus dire au student body « Ah, le petit Français il est bien gentil, mais dis donc, il ne sourit pas assez. Hein. » Ce qui n'est pas très agréable, mais qui, d'une certaine manière, illustre ce que c'est que la vie en société, en Amérique ou ailleurs d'ailleurs. Vous étiez le Frenchie à ce moment-là. Oui, bah ça c'est l'expression, Frenchie. Oui. Mais un Frenchie qui s'est plutôt bien débrouillé parce qu'ils étaient très sympas avec moi. Ils m'ont reçu, comme je ne repartais pas pendant les vacances chez moi, il y avait toujours, j'étais devenu copain avec plusieurs étudiants de la même génération. Nous vivions tous dans le même dortoir et ces gens-là, très gentiment, qu'est-ce que tu fais pour Noël? Ben, je lui dis, je reste à l'université. Moi, non, tu viens chez nous. Oui. Et il y a eu, et j'ai toujours rendu un grand hommage, et je le fais encore aujourd'hui, un sens de l'hospitalité extraordinaire. Et le mot étranger n'était pas négatif. Aujourd'hui, le mot étranger aux États-Unis, comme ailleurs, a une connotation un peu plus suspecte, suspicieuse. Et là, the foreigner, the stranger, c'est un ami. Et d'ailleurs, plus tard, quand je suis allé dans l'Ouest pour gagner un peu d'argent pendant l'été, pour mes études, c'était « Hi, stranger ». Comment ça va, l'étranger? Ça avait quelque chose d'amical, sympathique. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est pour ça que la collection Quarto est passionnante, c'est parce que vous racontez le séjour que vous avez fait pour Noël chez un camarade d'université, ça c'était dans l'étudiant étranger, et 10 ans plus tard, vous le retrouvez le même, et vous racontez ça dans « On a tiré sur le président ». C'est ça, oui. Et on voit la différence qu'il y a entre la vie de ce jeune homme 10 ans après. Bien sûr. C'est intéressant. Oui, il est devenu un parfait Américain. Ah ben oui, il avait pris 10 ans. Oui. Il était devenu un homme d'affaires, très sympathique, très ancré dans ses convictions. Et j'ai dîné dans sa famille au bout de quelques jours après que j'ai couvert, comme on dit en termes journalistiques, l'événement Kennedy, l'événement Dallas, Oswald et Ruby, on va en parler si vous voulez. Et donc un soir, il s'appelait Bob Maxwell, je me souviens très bien de son nom. Je l'ai appelé en lui disant, tu sais, je suis en ville. Il me dit, oui, j'imagine que tu es en ville. Il y avait 350 journalistes dès le premier jour. J'aimerais bien te voir. Donc il m'a invité un soir à dîner, un dîner chez les riches, comme c'est oui. un des chapitres de mon roman. Dont on a tiré de l'enquête, oui, on a tiré sur le président. Qui n'est pas un roman, d'ailleurs. C'est un récit. Vécu. Oui, parce que quand vous êtes à Dallas, non, on racontera après. Allez-y sur le dîner chez les riches. Non, mais rien, le dîner chez les riches, c'était très intéressant. Ah oui, très drôle. Et très drôle, parce qu'il y avait évidemment des gens qui disaient, au fond, oui, Kennedy, tant pis, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Il y a Johnson va nous sauver. Johnson est génial, parce que c'est un Texan, hein, Johnson. Hein. Et donc, oui, ça va être un moment difficile, mais on va quand même passer à travers. Et donc, il y avait comme ça des échanges, j'ai noté tout cela. Ça m'a beaucoup intéressé. Oui. Alors, le 22 novembre 1963, est-ce que pour vous, c'est une date importante dans l'histoire de l'humanité? Est-ce que ou dans l'histoire de l'Occident ou dans Écoutez, dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est certainement l'événement le plus important. Bon, il y a eu plusieurs fois dans la vie des États-Unis des attentats contre les présidents. Mais là, c'était le premier depuis très très longtemps. Ça intervient, il faut jamais oublier, nous sommes au milieu des années 60, juste après la crise des missiles de Cuba. Ça intervient en pleine guerre froide, au moment où Khrouchtchev et Kennedy, d'ailleurs, commençaient à faire en sorte que cette guerre froide s'atténue. L'Amérique est saisie par ce qui vient d'arriver, craint et croit que c'est peut-être un attentat venu d'ailleurs. Et il y a un moment, sinon de panique, du moins de très très grande inquiétude. Bien sûr que c'est un événement important. C'est un président qui était en devenir, parce que selon moi, Kennedy, il est dans sa 3e année de son premier mandat. Selon moi, il aurait évidemment été réélu, et son 2e mandat aurait été une grande réussite. Il était déjà en train de réussir et de devenir un président très intéressant. Alors bon, il y a eu, et on sait, on l'a su beaucoup plus tard, ou parfois très tôt, sa vie privée tout à fait vagabonde et répréhensible, mais par ailleurs, c'était un bon président, très bien entouré, avec son frère Bobby, bien sûr, et il était en train de faire le grand tournant américain.
le tournant de l'espoir, de la jeunesse, une nouvelle génération. N'oubliez jamais que c'est Kennedy qui envoie les Américains sur la Lune. Hein. C'est lui qui, un jour, on lui apporte les projets, les propositions, on y va, on n'y va pas. Et il dit oui, c'est impossible, mais c'est parce que c'est impossible qu'on va le faire. Et il tranche. Il décide. C'est un homme qui décidait. Il n'y avait pas de « en même temps ». À cette époque-là, 10 ans ont passé depuis votre premier séjour à l'université et cet été dans le Colorado où vous gagnez le droit de rester une année de plus parce que vous avez gagné un peu d'argent. Vous travaillez pour François à ce moment-là et vous êtes aux États-Unis alors que vous pour autre chose. Écoutez, vous êtes à Yale. Stéphane, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il y a des circonstances. Il n'y a que des rendez-vous. Oui, absolument. C'est ce que dit Éluard. Dans la vie, il n'y a pas de hasard, il y a des rendez-vous. Et il y a ce que j'appelle le croisement de circonstances. C'est normal que je sois sur le terrain américain ce jour-là. Pourquoi? Parce que quand je suis rentré des États-Unis et que j'ai eu du mal, mais j'ai fini par être intégré le grand journal qui s'appelait France ce soir, ils avaient bien vu qu'ils avaient entre les mains un garçon qui connaissait très bien l'Amérique, parlait parfaitement l'américain et qui pouvait de temps en temps donc être utile à Pierre Lazareff, qui était le petit génie de la presse française de l'époque. N'oublions pas, messieurs et dames, que France Soir, à l'époque, se vendait à 1,5 million d'exemplaires par jour, 6 éditions, parfois 5. Et Pierre Lazareff avait inventé une émission de télévision dont vous vous souvenez sans doute, certains d'entre vous, qui s'appelait 5 colonnes à la une. 5 colonnes à la une, avec Lazareff, Pierre Dumayet, Pierre Desgroupes, les auteurs de Lecture pour tous, des agrégés de lettres. Il faut voir qu'à l'époque, les producteurs de télévision sont des agrégés de lettres, à l'époque. Aujourd'hui, ils viennent de l'ESSEC, de l'HEC, de tout ce qu'on veut, de Procter & Gamble. Mais là, donc, ces 3 hommes-là, plus Igor Barrère, c'est un homme de télévision, ont inventé ce formidable magazine qui s'appelait 5 colonnes. Il faut savoir que c'était diffusé une fois par mois en France. À l'époque, il n'y avait qu'une chaîne. Hein, et c'était le vendredi. Et j'ai le souvenir très bien que le vendredi, Paris était vide. Tout le monde regardait 5 colonnes. Comme il n'y avait qu'une chaîne, on avait à peu près 10 à 12 millions de spectateurs. Hein. Donc, régulièrement, les hommes en question décident de faire ce qu'on appelle tel ou tel sujet. On appelle ça un sujet. Et l'un d'entre eux dit, on devrait faire quelque chose sur comment ça se passe, qu'est-ce que c'est qu'un campus. Et évidemment, on va chercher Labro. Pourquoi? Parce que j'en revenais et il le savait. Donc, ce n'est pas du hasard. Tout est déterminé par votre propre passé et les circonstances. Donc, je pars là-bas, sur le campus de Yale, pour interviewer des professeurs, des étudiants, etc. On est le 22 novembre, je suis sur le terrain, le campus principal, en train d'interroger un prof de français, d'ailleurs, enfin un prof américain de littérature française, et nous voyons de loin, du bout du campus, du bout de ce grand espace vert, bordé d'arbres et de colonnes, un garçon qui remuait et qui criait quelque chose que je ne comprenais pas, qu'on ne comprenait pas, sauf qu'à mesure qu'il avançait, on comprenait qu'il était en train de crier et de répéter « The President has been shot, the President has been shot ». On a tiré sur le président, qui est donc le titre du bouquin que j'ai fait à ce propos. Et donc, je me retrouve face à cet homme qui nous dit ce qui vient de se passer. Et là, mon instinct de journaliste fait que je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et je vais vers un téléphone, parce qu'à l'époque, entre-temps, les téléphones, ça existait. J'appelle France ce soir, mon journal de base, et le patron me dit, tu nous emmerdes avec 5 colonnes, c'est une fois par mois, c'est de la télé, tu travailles pour le journal, tu fous le camp, tu pars pour New York, tu vas à Dallas. Démerde-toi. Alors, comment on se démerde dans ces cas-là? On prend la voiture de l'équipe technique, qu'on laisse en plan, en rade. Ils m'en ont voulu très longtemps. Et on part. Et j'ai fait la route et je suis arrivé. Oui, vous faites la route en écoutant les radios, essayez d'avoir des infos. Oui, et puis on voyait, c'était très intéressant ce voyage. C'était donc du Connecticut. Très long, très long. C'est 3 heures. Oui, c'est ça. Connecticut, New York, c'est à peu près 3 heures. Et je voyais petit à petit comment la nation était en train de prendre la mesure de la tragédie qui lui arrivait. C'est-à-dire que les drapeaux en berne, dans les stations-service, les magasins, et parfois, le long de la route, un camionneur qui s'arrêtait. J'en ai vu un comme ça m'a toujours frappé, je le racontais d'ailleurs, sortant du camion,
s'appuyant sur le capot avant et en larmes. Et donc il y a eu cette prise de conscience, parce qu'à l'époque, on n'est pas encore à l'âge des réseaux sociaux, des infos, des chaînes tout info immédiates. La nouvelle prend un peu de temps à se répandre dans le pays. Il n'empêche que ça saisit tout le monde. Et cette saisie fait que le lendemain matin, par exemple, quand j'ai pris le premier avion pour Dallas, c'est-à-dire le samedi matin, j'ai jamais voyagé dans un avion aussi silencieux. C'était extraordinaire. Ils étaient tous là à lire le journal, parce qu'entre-temps, les journaux avaient été imprimés. Il y avait 50 spectateurs comme ça. Pas un mot pendant tout le voyage, pas de bruit. Et j'ai débarqué là-bas. Et je raconte aussi, et c'est assez typique, je saute dans un taxi, bien sûr, pour aller immédiatement au commissariat de police, où je savais que c'est là que ça se passait. Et je regarde le driver, le chauffeur de taxi, qui était texan typique, rouflaquette, les bottes à talons biseautés, et je lui dis « It's a tragedy », quelle tragédie, n'est-ce pas? Et il me répond avec un lourd accent texan « It was about time », ce qui veut dire « il était grand temps ». Donc je n'ai plus rien dit. Et je lui dis « amenez-moi au commissariat ». Voilà. Et je suis arrivé là-bas. Alors là-bas, c'était une désorganisation extraordinaire, parce que vous aviez affaire à un petit commissariat de police. À l'époque, Dallas n'est pas encore l'immensité que c'est devenu, qui ont affaire à un événement évidemment inattendu. On n'est pas préparé à ça, personne ne l'est d'ailleurs. Et donc, il y a grande confusion, d'autant plus que les télévisions locales et nationales sont toutes là. C'est pas comme aujourd'hui où il y a des petites caméras. Là, c'est des câbles qui se passent partout. C'est ce qu'on appelle en italien un casino et en français un bordel. Mais il y a une atmosphère passionnante, et surtout, vous êtes à 1 mètre d'Oswald qui descend de temps en temps de sa cellule au premier étage, accompagné par le shérif Will Fritz, qui est le patron de la police de la ville, chapeau bien sûr, avec le nez bien rouge parce qu'il aimait beaucoup le Bourbon, Will Fritz, et qui vient avec Oswald encadré par 2 policiers, évidemment Stetson et Bott, et qui l'amène vers le bureau de Fritz pour un interrogatoire. Il passe devant nous, on lui pose des questions. Est-ce que vous avez tiré sur le président? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Et il répond, mais moi, j'ai rien fait. Non, on m'a jamais parlé de ça. Enfin, bref, il ment comme il respire. Et moi, ce qui me frappe tout de suite, vous savez, il avait 24 ans, et j'avais 24 ans. Donc, je regardais, j'avais face à moi un garçon de mon âge. Sauf que ce n'était pas un garçon, c'était l'homme le plus important du monde à ce moment-là. Et ce que je voyais sur son visage, et je l'ai toujours raconté, c'était une sorte de petite grimace, là, au coin de la lèvre gauche, un rictus, ça s'appelle, et en anglais, un smirk, qui semblait vouloir dire, c'est comme ça que j'ai interprété, j'en sais beaucoup plus que vous tous, je suis l'homme le plus important du monde, et je me tairai. Et d'ailleurs, il s'est tué. Alors, l'interrogatoire, c'est un autre détail, Stéphane, qu'il faut aussi souligner. Il faut vous rendre compte. Donc, vous avez affaire à l'homme qui est le présumé coupable, le présumé assassin, pour moi d'ailleurs, ça l'est, car on y viendra si vous voulez, je ne crois pas du tout qu'il y ait un complot. Bref, il est là, assis face à Fritz. Nous, on voit ça parce que c'est des baies vitrées, très faciles. Et Will Fritz interroge donc l'homme le plus important du moment, hein, le présumé coupable. Il n'y a pas de sténo, personne ne prend de notes, il n'y a pas de magnétophone. Voilà. Donc, l'interrogatoire de l'homme qu'on accuse, et pour cause, puisqu'on a déjà récupéré son fusil avec ses empreintes digitales, d'avoir tiré sur le président, ben, on l'interroge comme on interrogerait un garçon qui a fait un excès de vitesse sur la route. Et c'est là, dans ces 2 jours, où vous ratez, et vous vous en voulez encore aujourd'hui, l'affaire de votre vie, le coup de votre vie, parce que vous n'êtes pas là où il faut être. Il faut bien le dire. J'y suis sans y être, soyons sérieux. Voilà. Donc, le problème permanent quand vous êtes un journaliste, un reporter, à l'époque, c'est d'avoir l'accès au téléphone pour dicter vos articles à France Soir. Je dictais 5 articles par jour, parce qu'il y avait 5 éditions par jour. Donc j'avais sécurisé un téléphone dans un tout petit hôtel face au commissariat de police. Ça me permettait de faire l'aller-retour très facilement. Et effectivement, j'étais en train de dicter un papier
sur ce qui se passait, qu'Oswald allait être transféré dans une autre prison, la prison du comté, beaucoup plus sérieuse et beaucoup mieux organisée. Au moment où je dictais cet article, le garçon à Paris qui prenait des notes me dit « Attention Philippe, Oswald est en train de se faire tirer dessus ». Je laisse tout tomber, bien sûr. Je traverse en courant, je descends la rampe du garage, je passe les flics qui, de toute façon, vous laissaient passer, parce qu'il faut dire qu'on pouvait rentrer dans ce commissariat comme dans un moulin, et j'arrive au moment où, effectivement, Oswald est déjà au sol, on le met sur un brancard, l'ambulance va partir, Ruby est arrêté. J'ai vécu tout ça. Mais alors que vous, Jack Ruby, vous l'aviez côtoyé. Vous l'avez rencontré la veille, figurez-vous. C'est extraordinaire. Ouais. Donc, cette assemblée, mesdames et messieurs, de journalistes, on se reconnaît quand on est journaliste, on a tous à peu près les mêmes vêtements, la même allure, le même langage. Il y avait au milieu de nous un type qui se baladait avec son petit chapeau, petite galure, avec une grosse bagouze au doigt, avec des rouflaquettes, les cheveux gominés, enfin qu'il avait l'air de ce qu'il était, c'est-à-dire un patron de boîte de nuit, un patron de striptease, et qui disait bonjour à tout le monde, les flics. « Hi Jack, ça va Jack ?» Il était chez lui. Et d'ailleurs, il connaissait tous les flics, forcément, puisque tous les soirs, certains d'entre eux allaient boire un verre dans son cabaret. Et il leur fournissait parfois autre chose que de l'alcool. Bien. Donc, Jack, il est à l'aise, il est là, il se balade. On le regarde comme ça, et il me croise, et il m'entend parler à un confrère, et il entend que je n'ai pas tout à fait l'accent américain quand je parle. Hein. Et il dit, vous êtes quoi? Je dis, je suis français. Ah, you're French. Vous êtes français. Ah, la France, folie bergère. Pour lui, cet homme parfaitement inculte, la France, c'était folie bergère. Donc, on parle 5 minutes, il me donne sa carte de visite, il part. Bien. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand on a critiqué la commission Warren, cette commission qui a été nommée pour essayer de trouver la vérité sur cet assassinat, et les gens qui l'ont critiqué en disant qu'il n'avait pas bien travaillé, il faut savoir que 2 mois après cet événement, j'étais rentré à Paris bien sûr, je reçois un coup de fil de l'ambassade des États-Unis à Paris qui me dit « Monsieur Labro, il y a 2 agents du FBI qui arrivent de Washington pour vous interroger. » Quoi? Oui, oui, d'ailleurs, on va vous recevoir, pas à l'ambassade, dans une officine, pas loin de là, rue du Faubourg Saint-Honoré, à Paris. Et effectivement, il y avait 2 agents du FBI qui étaient venus simplement parce que, comme mon papier, j'avais raconté évidemment ma rencontre avec Ruby, j'avais rencontré les Folies Bergères et la carte de visite. Comme cet article avait été lu par les enquêteurs de la commission Warren, ils avaient traversé l'Atlantique pour venir en savoir plus. Est-ce que je leur avais dit autre chose? Comment se comportait Ruby? Est-ce qu'on pouvait comprendre et croire et imaginer qu'il ferait ce qu'il a fait le lendemain? Ce qui prouve, franchement, qu'ils faisaient leur boulot. Ouais. Ah oui. Et d'ailleurs, le rapport de la commission... Le rapport, il y a 20 volumes, et je suis cité dedans, d'ailleurs, une de mes fiertés. Mais d'ailleurs, votre livre, On atterrit sur le président, est tout à fait aussi passionnant pour ça, parce que vous présentez tous les personnages qui ont eu le chef de la police, le chef de la sécurité à Dallas, le vice-président Johnson, les officiers de sécurité, l'attitude de Jackie Kennedy, enfin, on revit tout ça grâce à vous. On revit parce que quelle est la qualité d'un reporter? C'est de rapporter, to report. Vous voyez quelque chose, vous prenez des notes, vous observez, vous écoutez, vous emmagasinez des informations et après vous les rapportez. Et si j'ai appris cela très jeune, d'ailleurs dans mon université, et ensuite j'ai fait mes classes à France Soir, c'est que j'ai la certitude qu'il faut d'abord faire voir ce qu'on a vu. Après, on essaie de comprendre. Mais avant d'essayer d'expliquer, il faut d'abord exposer. Et j'ai cette tendance à être très précis dans le détail. Ça m'a été d'ailleurs appris aussi par mes lectures justement d'Hemingway qui se focalise beaucoup sur le détail. Parce que bien souvent, un geste, un vêtement, une expression faciale, une parole valent très cher et permettent de situer, de décrire, de personnaliser quelqu'un. Et donc oui, j'ai cette tendance et tous mes... Vous savez, Lazarev dont je vous parlais, qui était un petit génie de la presse, c'est un homme merveilleux.
il nous disait à nous, à défaut d'être intelligent, soyez intelligible. Et vous dites, vous, le bon journalisme survit au lendemain. Oui, parce qu'à ce moment-là, ça devient presque de la littérature. Il y a le journalisme qui disparaît, et puis de toute façon, la leçon du journaliste, à l'époque, tout ça est terminé aujourd'hui, c'était du papier, et on savait que le papier, le lendemain, il servirait à emballer les poissons au marché. Donc, c'était aussi ça la finalité de vos articles. Ça ne durait pas. Mais si ça a été bien écrit, si ça saisit le lecteur, si c'est différent, s'il y a un style, un ton, une manière de raconter, de rapporter, à ce moment-là, ça devient non pas de la littérature avec un L majuscule, mais ça sort du journalisme conventionnel. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'articles dans ce livre écrit américain qui tiennent le coup vraiment très très bien. Je vous remercie, c'est vous qui le dites, mais vous savez... Non, vous le savez. Non, mais la frontière entre le journalisme littéraire et la littérature, elle n'est pas là. Simenon, Kessel, Romain Gary, Roger Vaillant, ce sont des journalistes d'abord. Ensuite, ils deviennent des romanciers. Quel est le plus grand journaliste de la comédie humaine? Il s'appelle Balzac. Il regarde ce qui se passe autour de lui, il rapporte. Ensuite, il invente des personnages. Il va dans la psychologie, d'accord. Mais au départ, il y a d'abord voir, comprendre, absorber. Absorber ce que Lazarev, d'ailleurs, appelait l'air du temps. Émile Zola, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va sur place. Oui, mais enfin, il y a une qualité aussi qu'il faut au reporter, c'est le courage. Dans votre livre, vous racontez une rencontre que vous faites avec Katharine Graham du Washington Post. Elle a eu du courage pour certaines des enquêtes qu'elle a publiées, comme le Watergate ou les Pentagon Papers. Oui, c'est un des portraits que donc les éditions Gallimard ont mis dans ce quarto. C'est un portrait que j'ai fait beaucoup plus tard pour le journal Le Point, de cette femme, Catherine Graham, dont le mari, Philippe Graham, était un très très bon homme de presse. Il était le patron du Washington Post. Et Philippe Graham était un homme maniaco-dépressif et qui, un soir, s'est filé une balle dans la tête et s'est suicidé dans sa maison dans la banlieue riche de Washington. Et Catherine Graham, sa veuve, est devenue du jour au lendemain la patronne du Washington Post. Alors, elle n'y était pas préparée, mais quand même, elle appartenait à une famille qui, elle-même, cette famille-là, avait beaucoup navigué dans la presse et dans les lieux du pouvoir. Mais elle m'a paru être, elle l'a été, d'ailleurs, elle est devenue une personnalité très, très connue et très importante, comme étant un emblème et un symbole extraordinaire de résilience, courage, capacité immédiate de s'adapter à une tragédie, parce que les gens du Poste se sont dit, mais qui va nous diriger, qui va nous présider? Et ils craignaient que le journal, d'ailleurs, soit racheté par des concurrents. Elle a pris tout ça en main, elle a été bien entourée, bien soutenue, et elle est devenue Catherine Graham. Aujourd'hui, les gens ne parlent plus d'elle. Elle a disparu, elle a d'ailleurs publié ses mémoires, et c'est devenu une femme très importante, et vous avez raison de le dire, dans la crise du Watergate, quand Richard Nixon, président, et ses hommes, les hommes du président, le fameux titre de ce très beau livre et de ce très beau film, essayaient de faire en sorte que les deux journalistes, Woodward et Bernstein, n'aillent pas trop loin dans la recherche de la vérité, qui était que Nixon et ses hommes avaient tout simplement cambriolé le quartier général du Parti démocrate. Ils avaient donc fait, au nom de la présidence des États-Unis, quelque chose de totalement illégal, anticonstitutionnel, bref. Donc il y avait ce combat entre le Post, Washington Post, qui était en ligne de mire en permanence, et la présidence, la Maison-Blanche, au point que Nixon essayait, d'une manière ou d'une autre, de remettre en cause les fondements même de ce journal. Et elle a tenu le coup, totalement, tout le temps. Elle a été remarquable. C'est une héroïne, à sa manière. Et oui, et également pour les Pentagon Papers, où on se demandait si elle allait autoriser la publication de l'enquête. Oui, non, mais vous avez affaire à l'époque, aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose, à une presse très forte, très puissante, très lue, bien sûr. Il y a déjà la télé, mais la presse joue un rôle capital, dirigé par des gens de valeur. Il y a dans tous les livres rassemblés dans ce volume
de beaux portraits de femmes. D'abord les femmes que vous avez aimées lorsque vous étiez étudiant, April ou cette autre étudiante américaine, Elizabeth, voilà, oui. Baltridge. Pardon. Je vous interromps, Stéphane. N'oubliez pas que c'est un roman. Hein. Ah oui, alors c'est ça que je voulais savoir. Oui, il y a écrit roman sur la couverture. Oui, mais est-ce que vraiment c'est un roman? Oui. C'est un roman. Non, mais alors, attendez. Vous dites que c'est. Alors, votre citation exacte, je vais vous dire, vous dites c'est enrobé de fiction. Donc c'est enrobé de fiction, mais le cœur du bonbon, si je puis dire. Non, mais l'enrobage, si le terme existe, est très, très, très puissant. Ah bon. Non, mais je vous donne un exemple. Donc, écoutez, il faut revenir. C'est quoi un roman? Aragon, ce très grand romancier et poète, a donné la meilleure définition. Il a dit le roman, c'est l'art de brouiller les cartes. Alors, il y a les cartes du vécu, donc ça c'est l'autobiographie, les cartes de l'observer, les cartes de l'écouter, du reçu, et les cartes de l'imaginaire. Et vous mélangez ces cartes, vous mélangez donc la fiction avec le vécu et le réel, et vous faites un roman. C'est-à-dire que vous partez par exemple d'un détail précis, mais tout petit, qui dure l'espace de 2 minutes, et vous pouvez en faire 3 chapitres. C'est ce qui m'est arrivé avec l'étudiant étranger. Ne croyez pas que c'est totalement autobiographique. Pour moi, c'est 50-50. Mais il y a 50% d'invention à partir de quelque chose. Par exemple, une rencontre très importante dans le bouquin, dans l'étudiant étranger. Parlons de m'autociter, excusez-moi, mais on est là pour ça. Oui, c'est ça. Il y a à un moment donné, le garçon, puisque c'était la première personne, l'étudiant étranger, donc c'est moi. Il s'appelle Philippe. Oui, oui. Et qui croise un shérif, là encore, un représentant de la loi, qui se demande qu'est-ce qu'il fait là, ce garçon. Là, il se balade dans des quartiers bizarres. Ça a duré. Moi, j'ai été effectivement alpagué par un flic. Il m'a dit, mais rentrez au campus, qu'est-ce que vous faites là, jeune homme? C'est tout. Ça n'était que ça. Et moi, j'en ai fait 2 chapitres de confrontation entre ce shérif qui essayait de savoir, dans la fiction, ce que trafiquait ce garçon. Néanmoins, il y a des portraits de femmes merveilleux. Oui. Oui. Bien sûr. Voilà. Oui, mais... Non, mais je voulais... Non, mais attends. Que ce soit April, la jeune femme noire que le héros aime dans la voiture, et bon, que ce soit Elisabeth qu'on suit dans toute sa vie, que ce soit après dans Un été dans l'Ouest, cette jeune chanteuse. Amy, oui. Voilà. Oui, c'est des portraits merveilleux de femmes. Oui, ce sont des portraits, mais encore une fois, Stéphane, je vous assure... Que vous les avez inventés. Pas toutes. Pas toutes. Je les ai souvent fantasmées. Je m'explique. Vous voyez une très jolie fille qui passe, et vous dites, tiens, je pourrais avoir une aventure avec elle. Et là, vous écrivez l'aventure. Et là, vous faites œuvre de romancier, une fiction. Mais elle n'est plus là, elle est partie. Et une femme que vous aimez beaucoup, que vous admirez, c'est Jackie Kennedy. Oui, bien sûr. Je ne suis pas le seul. Non. Mais vous la trouvez, justement, le 22 novembre 1963, vraiment admirable. C'est-à-dire qu'elle a très bien tenu face, encore une fois, à cette tragédie invraisemblable. N'oubliez pas ce petit film pris par un amateur qui s'appelait Zapruder, où on voit Jackie Kennedy qui rampe sur le capot de la voiture pour essayer de rattraper un bout du cerveau de son mari. Ou pour foutre le camp parce qu'elle est dans la panique. Mais à mon avis, ce n'est pas de la panique. Elle essaye de sauver son homme. Bon, ensuite, la voiture va à toute allure à l'hôpital Parkland, où là, on essaie de faire en sorte que cet homme survive. Et évidemment, il est mourant. Et elle reste là tout le temps à côté de lui. On lui demande de s'éloigner un peu. Il dit, non, je ne le quitterai pas du tout. Elle reste tout le temps à côté de lui. Et elle ne veut pas se changer. Surtout pas. Parce qu'elle dit... Je veux qu'ils voient, parce qu'ils ont cru que c'était des gens qui ont fait ça, ce qu'ils ont fait à mon mari. Donc, son fameux tailleur Chanel rose, il y a du sang, forcément, puisqu'il y a eu du sang dans la bagnole. C'est une tragédie inimaginable. C'est tellement romanesque, sauf que c'est vrai, c'est vécu, c'est arrivé. Elle monte avec le cercueil de son mari dans l'avion, Air Force One, et l'avion va partir. Et dans l'avion, il y a Johnson qui est déjà... pour des raisons constitutionnelles très, très connues, président. À l'instant où Kennedy est mort, le vice-président devient président. Et dans l'avion, avant le départ, Johnson veut prêter serment sur la Bible
pour faire en sorte qu'il soit bien acquis qu'il est désormais président. La fameuse cérémonie du serment qu'on voit régulièrement, enfin tous les 4 ans, à Washington, devant toutes les assemblées. Et là, c'est dans un avion. Dans le fond de l'avion, il y a Jackie, le cercueil et la garde rapprochée de Kennedy, ses Irlandais, ses amis irlandais, ses gardes du corps, ses attachés de presse, ils sont 3-4, hein, qui sont dévastés, et ils sont en train de boire, ils boivent, et ça ne sert à rien, vous pouvez voir 3 litres de whisky, ils n'y arrivent pas. Et elle est là avec eux. À l'autre bout de l'avion, il y a Johnson qui a réussi à convoquer une petite juge locale qui vient de Dallas pour qu'elle soit là pour la prestation de serment, avec une Bible. Et donc, Johnson dit à un de ses adjoints, il faudrait que Mme Kennedy nous rejoigne. L'adjoint traverse l'avion, va vers... c'est un immense avion, hein, c'est gros Boeing, là, Air Force One. Va donc vers le coin Kennedy, qui est au bout, là-bas, et explique à Jackie, le président voudrait vous voir, il faudrait que vous assistiez à la prise de serment. Et les hommes de Jack, parce qu'on l'appelait Jack Kennedy, hein, John, ça devient Jack. Les hommes de Jack disent non, n'y allez pas, madame. Et elle dit bien sûr que si, je vais y aller. C'est là où elle est admirable. Elle n'a pas du tout envie d'y aller. Elle n'aime pas du tout Johnson et elle est évidemment tétanisée par ce qui vient d'arriver, par ce drame, par cette tragédie. Elle y va. Elle se met à côté de lui et effectivement, le film est là, la photo est là. Johnson prête serment devant Jackie, le visage fermé, et qui ensuite accompagnera le cercueil. Elle revient à Washington. Le beau-frère, Bobby, le frère de... Et vous racontez aussi l'attitude de Bob Kennedy à Washington, quand il monte dans l'avion. Et quand Bob Kennedy monte dans l'avion, il passe devant Johnson, qui est président. Il lui parle même pas. Il passe devant lui, il va vers Jackie, tout de suite. Ils se haïssent, les deux, Bobby et Johnson. Oui, parce qu'il faut voir aussi une chose, c'est que Johnson, pendant tout le temps qu'il était vice-président des Kennedy, les Kennedy l'ont traité comme un plouc. C'était un Texan. Il était. Mais non, c'était un grand homme politique, Johnson, très fort. Il tenait le Sénat depuis des dizaines d'années. Il avait débarré de scratch, de rien, dans le Texas. Il avait monté tous les échelons du pouvoir. Il avait des tas de défauts, certes, mais des grandes qualités. Il avait un savoir-faire inouï. Simplement, vice-président de cette jeune bande, de cette équipe, ce qu'un très bon journaliste américain, David Halberstam, a appelé « The Best and the Brightest ». C'est un titre d'un de ses livres, d'ailleurs, « Les meilleurs et les plus brillants ». C'était toute une nouvelle génération, la plupart venus de Harvard, Yale, des universitaires, ou qui avaient fait la Deuxième Guerre mondiale avec Jack, et pour qui Johnson était une espèce d'anomalie. Cette espèce de grand Texan, un peu balourd, qui se trompait souvent dans ses déclarations, qui voulait en faire plus qu'il ne devait en faire, qui n'était pas adroit, et il se moquait de lui. Il lui donnait des surnoms. Il a vécu tout ça, il a vécu toute cette humiliation. Et donc, effectivement, quand il a pris le pouvoir, certes, il a dit aux hommes de Kennedy, vous restez avec moi, j'ai besoin de vous. Et effectivement, ils sont restés avec lui pendant un long moment. Et néanmoins, là, il avait le pouvoir, et il l'a bien fait sentir à Bobby, qui, de son côté, le haïssait, effectivement, enfin, le haïssait. Le méprisait. Il y avait une distance, ça s'appelle un mépris de classe. Oui. Ça existe, hein. Quand l'autre jour, Mme Dati a dit, avec une très grande justesse, qu'on lui faisait un mépris de classe, hein, sous prétexte que nommé ministre de la Culture, tout l'univers de la culture s'est mis à dire « Mon Dieu Seigneur, comment peut-elle s'occuper de culture ?» Et elle a eu cette phrase géniale, parce qu'elle est très forte, Mme Dati, très très forte. Elle a dit ben, « Peut-être qu'ils vont me demander la prochaine fois, est-ce que je sais lire ?» Voilà, donc il y a ça aussi, il y a tout ça. C'est tous les jeux de pouvoir, c'est ça la politique. Hein. La politique, il faut pas... C'est pas des enfants de cœur. Hein. Est-ce que l'Amérique s'est remise de l'assassinat de Kennedy ? Oh, bah oui, bien entendu. Elle s'est remise de tout. Elle s'est remise du Vietnam, elle s'est remise de... Elle a changé. Ben, elle a forcément changé. C'est un tournant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Cet homme disparaît, sa politique disparaît, ses hommes disparaissent. Johnson embarque les États-Unis dans la guerre du Vietnam, dans laquelle
elle avait déjà démarré, mais on pensait que Kennedy n'irait pas. Il était beaucoup plus prudent. Il se méfiait des militaires, Kennedy. Et Johnson était pris en main par les militaires. Il démarre la guerre du Vietnam. Il y a 7 ans de guerre au Vietnam, 7 ans de désastre américain. Tout ça change, bien sûr. Tout change. Et Jackie épouse Onassis. Oui, entre autres choses, oui. Ça vous a choqué, ça? Moi, je considère que cette femme, on peut tout lui pardonner. Après ce qu'elle a vécu ce jour-là, ces jours-là, parce que n'oubliez pas comment elle reçoit à la Maison-Blanche la terre entière, les funérailles de John Kennedy. Ah oui, alors ça vous racontez Ah oui. comment la famille prépare les funérailles. Oui, l'organisation, oui. Mais surtout elle est là au milieu des hommes d'État. Il y a De Gaulle, il y a Mikoyan, il y a il y a tous les hommes d'État sont venus, bien entendu. Elle est au milieu, là, tout en noir. Elle les reçoit, elle parle avec tout le monde. Elle est admirable. Alors que plus tard, parce que elle voulait être protégée, parce qu'elle épouse Onassis après que Bobby ait été assassiné lui aussi. Et elle se dit, ça va comme ça. La malédiction qu'elle dit, je peux plus, je dois me protéger mes enfants. Et donc, oui, bon, effectivement, elle épouse Onassis. Au moins, elle est protégée, financièrement et autrement. Mais cela dit, ça ne dure pas, hein, puisque ensuite... Mais elle a eu d'autres hommes aussi. Bon, c'est une femme qui a effectivement, comme on dit vulgairement, connaît l'heure des trains. Mais elle a été éditrice. Elle a été éditrice, une très bonne éditrice. Très bonne éditrice, oui. Doubleday. Oui. Grande classe, grande élégance, avec un fils, John, qui lui commence un peu dans le monde de la presse, qui fait lui-même un journal, qui épouse une très jolie femme, et dont tout le monde se dit, ben, peut-être que lui prendra le flambeau et prendra le relais. Sauf que John, il est irlandais, il croit que rien ne peut lui arriver, qu'il peut passer à travers tout, et un soir, il va prendre le petit avion qui l'amène sur une île pour ses vacances, et tout le monde lui dit, écoutez, pour ne pas partir, il y a trop de brouillard, ça va être difficile, vous n'y arriverez peut-être pas. Il dit, mais si, j'y arriverai, parce qu'il est irlandais, parce qu'il est Kennedy. Et il se crache. Dans votre livre, vous passez en revue les différents présidents qui se sont succédés depuis Kennedy jusqu'à Trump. Et Biden. Et Biden, oui. Et donc, que de changements. Eh oui. Mais tout change, mon cher. Comment alors, il y a quelque chose qui ne change pas, c'est la fascination des Français pour les présidents américains ils se moquent de Reagan, ils se sont moqués de Trump, ils ont adoré Obama. Enfin, on a l'impression que les Français se trompent toujours sur les Américains, souvent. Oui et non. Enfin, il y a une tendance. On est un petit pays, hein, pas l'oublier. Face à cet énorme continent, face à la plus grande puissance militaire du monde, avec un héritage incroyable. Ils n'ont jamais que 200 ou 300 ans d'existence, et ils ont inventé le monde moderne. Ils n'ont pas fait qu'envoyer les gens sur la Lune. Tous les accessoires de la modernité dont nous profitons aujourd'hui, tout est venu de là-bas. Ils ont tout inventé. Non, le cinéma, c'est en France. Hein. Oui, le cinéma, d'accord. Mais enfin, c'est pas un accessoire de la modernité, c'est un art, c'est pas pareil. Oui, d'accord. Je parle des téléphones, je parle des ordinateurs, je parle de tout ça. Je parle de Steve Jobs, de Bill Gates, de la Silicon Valley. N'oubliez pas tout ça. C'est un laboratoire permanent, les États-Unis. Alors on est là. Nous avons nos propres qualités. Ne sous-estimons jamais les qualités de la France. La France est un pays bourré d'intelligence et d'initiative et de gens capables de faire les choses. Donc, essayons de ne pas trop généraliser. Mais il est vrai que nous avons un petit complexe vis-à-vis des États-Unis. À la fois, ils nous ont toujours fascinés, et ça continue. Ils nous ont fascinés d'abord parce qu'ils ont venu 2 fois libérer l'Europe. Hein. Il ne faut jamais oublier ça. Hein. 14-18, ils arrivent en 18. Bon, mais surtout... On leur a donné un coup de main en 1776, oui, quand même. Mais d'ailleurs... Washington, plutôt Lafayette. Mais je sais. Mais écoutez, Stéphane, chacun sait que c'est les 2 pays qui n'ont jamais eu de conflit ensemble. Jamais. Et il y a une vraie entente franco-américaine. Moi, j'appartiens au conseil d'administration de la Franco-American Foundation. C'est une fondation extraordinaire qui envoie chaque année, un peu comme moi j'ai vécu ça, mais autrement, une dizaine de young leaders, c'est-à-dire des jeunes leaders, des jeunes dirigeants qui dirigeront la France,
passer quelques mois aux États-Unis et les Américains envoient les mêmes. Bon, il y a des échanges considérables entre les deux pays et il y a une compréhension. Il n'empêche que chaque pays a sa politique, sa vision des choses. C'est ce qu'on appelle love-hate relationship. C'est une relation d'amour et de haine. À la fois, on les aime et on les jalouse un peu. Et on ne les comprend pas, toujours. Ah ben, ils ne sont pas toujours compréhensibles. Hein. Vous dites, l'Amérique lui avait enseigné qu'il est naturel et facile d'agir. Naturel, oui, facile, pas si facile que ça. Mais enfin, ça, c'est le bouquin. Oui, c'est-à-dire que là-bas, j'ai appris ça. J'ai appris comment dirais-je, la réflexion pouvait très bien se marier avec l'action. C'est ça. Il fallait vivre en sautant vers le ciel, la main toujours ouverte. Ah oui, alors ça, c'est un proverbe oriental, d'ailleurs. J'ai trouvé ça quelque part un jour. Qui dit ceci. Gardez la main ouverte parce que la chance est un oiseau et quand il passe, il faut l'attraper. Mais je ne crois pas au mot chance, moi. Je pense qu'encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, je crois aux circonstances, aux éléments qui peu à peu se croisent, s'agglomèrent pour faire un événement. Il faut être obstiné, ambitieux et insatisfait. Ça, c'est encore vous qui parlez de vous. Ben oui. Quand vous étiez jeune, vous étiez obstiné, ambitieux et insatisfait. Toujours. Vous l'êtes toujours. Ah ben, évidemment, on ne peut pas être satisfait, jamais. On n'arrive jamais à faire ce qu'on aimerait faire. Il faut surtout toujours se dire, vous avez en haut, là, la barre est très haute. Donc, moi j'écris des livres, d'accord, mais il y a Balzac, il y a Mauriac, il y a Proust, il y a Tolstoï, il y a Dostoïevski, donc je ne suis rien. Ok, je fais des films, d'accord, très bien, mais il y a Hitchcock, il y a Ford, il y a Bergman, il y a Rossellini, il y a Renoir. Il y a Melville. Oui, il y a Melville. Il faut relativiser, c'est ça la vérité. Quand même, vous avez fait des... Oui. Non, mais je ne fais pas le faux modeste. Non. J'ai fait des choses dont je suis assez fier et ça s'est plutôt bien passé. Mais encore une fois, il faut toujours se situer par rapport aux autres, par rapport à vos modèles et à vos exemples. De quoi avez-vous peur aujourd'hui pour l'Amérique? Est-ce que vous avez peur de Trump, par exemple? Ah oui, il m'inquiète beaucoup cet homme, beaucoup. Parce que je pense que il a d'abord quand même supervisé, accepté et encouragé un geste inimaginable qu'aucun d'entre nous qui connaissons l'Amérique ne pouvait prédire ou prévoir, une bande de voyous qui sont venus envahir le Capitole en janvier, je ne sais plus maintenant, il y a 2 ans maintenant. 21, oui, début 21. Bon, l'invasion du Capitole par les nervis d'extrême droite, par les blancs suprémacistes, par les insatisfaits, par tous les rebelles de la société américaine, supervisés et encouragés par le président des États-Unis, c'est un acte inimaginable. Et ce qui est encore plus inimaginable, c'est qu'aujourd'hui, à la limite, ils vous disent « Bon, ben ça va, c'est derrière nous, on oublie. » Eux, les républicains. Non, Trump. Essayons de résumer. Trump possède un charisme inimaginable. C'est un homme du show. N'oubliez pas qu'il a démarré dans la finance, dans les bâtiments, grâce à son père. C'est un héritier, comme, oui, c'est un héritier. Comme dans votre film. Oui, c'est pas tout à fait le même. Non, pas tout à fait, et puis pas le même destin. Mais il a démarré véritablement, et il s'est fait connaître aux États-Unis. Il faisait une émission de télévision dans les années 70-80 qui s'appelait You're Fired. Vous êtes viré. Donc il était là, il recevait les gens, discutait, voyait s'ils étaient capables de monter une entreprise et tout, et puis ensuite, You're fired, vous êtes viré. Bon. Et il est devenu une figure extraordinaire parce qu'il est profondément un grand comédien, c'est un histrion. Il adore ça. Il y a une phrase qu'il faut toujours, mesdames, messieurs, quand vous pensez aux États-Unis, dont il faut se souvenir, qui est une phrase du spectacle américain, qui dit « There is no business like show business ». C'est une chanson. « There is no business like show business ». C'était une comédie musicale. Il n'y a pas de business comme le business du spectacle. Et je dis « There is no business like Trump business ». Business. Trump, il a fabriqué
sa légende, il a fabriqué son comportement, il s'est fabriqué des soutiens considérables. Hein. Vous avez quand même, aujourd'hui, dans les sondages, il est devant Biden, hein, dans les favoris de la prochaine présidentielle. Et parallèlement, soutenu donc par une grande partie de la population, parallèlement, c'est un homme qui a à peu près 5 à 6 affaires judiciaires, 5 à 6 casseroles, comme on dit familièrement, et qui sont en cours. Hein, il a triché en téléphonant à un gouverneur d'un État pour dire qu'il aimerait bien qu'il change une dizaine de milliers de votes pour qu'il soit quand même élu, parce qu'il a toujours considéré que sa défaite n'était pas une défaite et qu'on lui avait volé son élection. On n'a pas volé l'élection de Trump, il a été battu légalement et régulièrement. Mais il a réussi à fabriquer fake news, c'est très important, c'est lui qui a inventé ça, les nouvelles fausses, selon quoi il était victime. Et voilà un homme qui donc est accusé d'un certain nombre de choses, et en particulier d'un comportement tout à fait inacceptable vis-à-vis des femmes, qui a soudoyé une fille. Enfin, il y a 5 ou 6 affaires très très graves. Eh bien, ça fait rien. Malgré ça, il avance. Il a dit un jour quelque chose, il dit oui, un Trump, parce qu'il est vraiment gonflé. Hein. Il a vraiment du sang-froid. Il a dit, je pourrais tuer quelqu'un sur la 5e avenue, on ne dirait rien. Parce qu'il se croit impuni, et d'une certaine manière, il l'est. Alors, va-t-il être puni à temps avant l'élection? Je ne pense pas, parce que la justice américaine, comme chacun sait, est très lente, et il est entouré de très bons avocats, qui lui coûtent une fortune d'ailleurs, mais cette fortune, ce n'est pas la sienne, parce qu'il est soutenu par des milliardaires qui le soutiennent. Et donc, je pense qu'on va arriver... il a déjà gagné une primaire dans l'Iowa, il va certainement gagner le New Hampshire, et il va donc être officiellement et officieusement le candidat républicain pour 4 novembre 2024. Non, ce qui m'inquiète, je n'ai pas peur de lui, moi, je ne suis pas américain, hein, mais je pense que de toute façon, tout est lié, le monde est lié aujourd'hui. Et ce qui m'inquiète, c'est que s'il est élu, s'il est réélu, il va prendre des décisions qui ne seront pas forcément bonnes pour le reste du monde. Par exemple, il va certainement arrêter le soutien américain aux Ukrainiens. Il remettra en question le traité de l'OTAN. Chacun sait que le traité de l'OTAN est un traité selon quoi un certain nombre de pays occidentaux et européens sont solidaires, et selon l'article 5 du traité de l'OTAN, pour toute nation qui est attaquée, les autres nations viendront à sa défense. Il remet en question cet article. Il va remettre en question beaucoup de choses, et ça peut perturber un peu plus le désordre du monde, car le monde est dans un désordre extraordinaire en ce moment, et surtout et aussi, il ira baiser la babouche de Poutine. Parce que Poutine, alors l'homme le plus important aujourd'hui, c'est Poutine. Il attend, lui. Il n'est pas pressé. Tout ce qu'il souhaite, c'est que Trump soit réélu. Mais il ne peut plus faire qu'un mandat, de toute façon. Oui, d'accord, mais quand même. Et en face de lui, il a Biden qui était très affaibli. Oui, Joe Biden, là, c'est pareil. Il y a une injustice autour de Biden. Parce qu'il n'est pas spectaculaire et parce qu'effectivement, quand il est debout, qu'il avance comme ça en faisant des petits pas avec les yeux à peine fermés et qui bégaye de temps en temps, il dit une bêtise, on le prend pour gâteux. Il n'est pas gâteux du tout. C'est un très bon président. Il a pris des décisions très importantes sur les infrastructures aux États-Unis. Il a pris des décisions très importantes pour aider les étudiants, pour remettre en place un système de sécurité sociale un peu moins juste. Il a un très bon gouvernement, en particulier son secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui en ce moment s'évertue à essayer de calmer le drame entre Israël et Gaza. Non, il est bien entouré, c'est un bon président, il a des bons résultats. L'économie est bonne, l'emploi a baissé, ça va très bien. Les États-Unis vont plutôt très bien. Sauf que, malheureusement, il lui arrive de glisser, faire des erreurs. Et tout le monde s'en sert. Et la campagne qui va commencer, la campagne électorale, va être, je vous le jure, d'une cruauté rare. Parce qu'évidemment, les républicains, les trumpistes vont se servir de ça, vont le caricaturer, vont aller récupérer des clips, des morceaux d'actualité où il tombe, où il trébuche, où il a du mal à monter dans l'avion, où il dit une bêtise. Et tout ça sera d'une vilainie incroyable,
à coups de milliards en plus. Toutes ces campagnes coûtent très très cher. Mais pour essayer de me résumer, de nous résumer, mon inquiétude, c'est que cet homme peut apporter un désordre supplémentaire à ce que j'envisage comme le désordre mondial actuel. Et Goethe disait, le célèbre Goethe, le monde a besoin d'ordre. Et il n'y a pas beaucoup d'ordre. Vous aimez autant l'Amérique qu'autrefois? L'Amérique de Trump, je n'aime pas beaucoup, non? Mais j'aime... Quand Obama a été élu, vous dites « l'Amérique que nous aimons is back ». Oui, en partie, parce qu'écoutez, là, c'est pareil. Pour avoir vécu à l'âge de 18 ans en Virginie, la ségrégation pure, totale, voire de longues décennies plus tard, un noir à la Maison-Blanche, je n'en revenais pas. Je trouvais ça extraordinaire. Et c'est un tournant. Vous me parlez des tournants de l'histoire. La mort de Kennedy, c'est un tournant, ça c'est sûr. L'arrivée d'Obama, on est un autre. Mais ça n'a pas non plus été le plus grand président des États-Unis. Simplement, il est auréolé du fait qu'il est le premier noir à la Maison-Blanche. Mais si Trump arrive au pouvoir, aussitôt après lui, c'est justement à cause de ça. Oui. D'ailleurs, pour toute action, il y a une réaction. Donc, si vous aimez autant l'Amérique qu'autrefois, différemment, il y aura d'autres... Attendez, je voulais dire simplement, cette Amérique-là, celle de Trump, non. Mais l'Amérique qui m'a reçu, qui m'a instruit, qui m'a hébergé, qui a été hospitalière, qui a renouvelé une bourse que j'avais plus, parce qu'au bout d'un an, ma bourse, elle s'arrêtait, pour que je reste un an de plus, qui m'a aidé en permanence et qui m'a fourni en plus des amitiés, des relations et toutes sortes d'expériences. Je l'aime toujours, oui. Mais la phrase la plus intéressante de Paul Valéry dit ceci: le degré avancé d'une civilisation se mesure au nombre de contradictions qu'elle comporte. Voilà. Donc, c'est un pays contradictoire et donc très avancé. Vous avez aimé l'Amérique, vous aimez l'Amérique vous l'a bien rendu, et grâce à vos livres, grâce à vos articles, grâce à tous ces textes réunis dans Écrits américains, nous comprenons un peu mieux et nous partageons votre enthousiasme pour les États-Unis et ceux que vous y avez rencontrés. Merci beaucoup. Je vous en prie. Cher Philippe Labro. Naturellement, la soirée va continuer, mesdames et messieurs, puisque vous allez pouvoir retrouver Philippe Labro qui va vous signer ses livres. Mais, il y a une dernière épreuve terrible, qui est le quiz, avec 9 questions que voici. Voici la première. Oui, buvez même plusieurs verres d'eau parce que ça va être rude. Et nous, on se retrouvera, vous le savez, ça va être terrible. Alors, voici la première question. Pourquoi écrivez-vous des livres alors qu'il est si agréable de ne rien faire? Non seulement vous écrivez des livres, mais vous avez une émission encore de télévision, vous avez fait des films, enfin, vous êtes très occupé. Agréable de rien faire, non. On ne peut pas rien faire tout le temps. Je ne suis pas paresseux, c'est tout. Pourquoi j'écris des livres? Parce que j'ai envie de m'exprimer. J'ai envie d'être reconnu. J'ai envie de fabriquer des lecteurs, de les rencontrer. C'est un désir, c'est une envie. Et ne rien faire, pour moi, ça ne veut rien dire. J'aime beaucoup ne rien faire, mais pas tout le temps. L'oisiveté, la paresse, c'est pas pour nous. Le travail, ce mot formidable qui a été totalement dévalué en France depuis de longues années. C'est très bien le travail, à condition de faire ce que vous aimez. J'aime faire ce que je fais. Très bien. Deuxième question. De quoi avez-vous besoin pour écrire? D'un stylo, d'un crayon et de papier et de l'encre. Et de silence? Et de silence. La nuit, j'écris souvent le soir. Il n'y a plus personne, il y a les lumières. D'ailleurs, quand j'écris dans la journée, je ferme les rideaux et je mets des lampes. Un journaliste doit pouvoir écrire n'importe où, n'importe comment, dans n'importe quelle situation. Oui, ça c'est le journalisme. Oui. Mais pour l'instant, les livres, j'en fais moins. chose. Mais quand vous écrivez un bouquin, quel qu'il soit, c'est la solitude. C'est le silence et la solitude. Ce qui est amusant et intéressant dans ce que je fais, c'est que par ailleurs, vous avez eu la gentillesse de le dire, j'anime une émission de télévision, donc je la produis. Le samedi? Oui, je la produis, donc ça veut dire que j'ai des équipes avec moi et qu'on travaille tous ensemble. Et à la fois,
j'ai ce désir et cette envie de travailler avec les autres. J'aime beaucoup les autres. On ne fait rien sans les autres. Mais par ailleurs, la solitude de l'écriture me convient aussi. Donc je suis un peu contradictoire. Nouvelle question. Oui. Le plus agréable, commencer ou terminer un livre? Le plus agréable, c'est qu'une fois qu'il est terminé, le reprendre, faire du rewriting, faire comme dans le jardinage, quand on jardine, on sarcle, hein, on se débarrasse des mauvaises herbes, hein, des branches qui vont pas bien. Donc, ce qui est très agréable, c'est qu'une fois que le manuscrit existe, ben, il faut vraiment le peaufiner. Et ça, j'adore ça. C'est comme en matière de cinéma, quand vous avez fait un film, vous avez tourné le film, après vous avez les images, et vous faites ce qu'on appelle du montage. Et le montage, c'est pour moi le moment le plus intéressant de l'art du cinéma. Donc ce que j'aime effectivement, c'est une fois qu'il est fait, le refaire. Autre question, si vous n'étiez pas, question absolument idiote, mais si vous n'étiez pas écrivain, que seriez-vous? Un chien perdu sans collier. Le premier livre qui vous ait plu lorsque vous étiez enfant? Ah, ben, je vous ai parlé tout à l'heure. Hein, Fenimore Cooper. Oui, mais il n'y a pas que celui-là. Très très tôt, très jeune, mon père m'a apporté un jour un très gros bouquin. Et il m'a dit, tu vas lire ça, tu comprendras sans doute pas la moitié de ce que tu vas lire, mais tu dois le lire. Ça s'appelle Les Misérables. C'est le chef-d'œuvre absolu de la littérature française, selon moi. Et Victor Hugo est évidemment une figure que je respecte et je vénère. Et effectivement, petit gamin, j'ai vaguement compris les aventures de Jean Valjean, Gavroche. Il y a des moments comme ça qui m'intéressaient. J'ai pas tout lu, mais c'est le premier bouquin qui m'a fait entrevoir l'idée qu'on pouvait inventer, imaginer et faire vivre les choses avec des mots. Le livre qui vous a donné envie d'écrire? Oh, c'est celui-là, certainement. C'est Victor Hugo, sans aucun doute. Peut-être aussi Jack London, qui est un grand écrivain, comme chacun sait. Et puis il y avait aussi à l'époque, il me faisait lire ça, mon père, des bouquins un peu de KPDP, ce qu'on appelle les livres de KPDP, et en particulier, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous les connaît, Paul Féval. Lagardère. Oui, Lagardère, voilà. Oui. Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère viendra à toi. Et la botte de Nevers. Voilà. Bon, alors au contraire maintenant, le livre qui vous décourage d'écrire? Ben, il y a plusieurs chefs-d'œuvre, mais celui qui vous décourage d'écrire, selon moi, c'est Gatsby le Magnifique. Ah oui. De Francis Scott Fitzgerald. Gatsby, le magnifique, pas Gaby, le magnifique. Gatsby. Parce que c'est très bien écrit, c'est très bien construit, il y a une finesse, il y a une poésie, il y a une nostalgie, c'est assez court, il y a des métaphores, vous êtes dedans, ce personnage qui arrive de nulle part à Long Island pour retrouver un amour d'autrefois. Ça a été adapté, je crois, au moins 4 fois au cinéma. Oui, oui. Et c'est un livre qui, pour tout écrivain, vous posez la question à beaucoup d'écrivains, ils vous diront la même chose. Mais il y en a beaucoup qui vous découragent. Mais il faut se dire que tout est dit, tout a déjà été dit et écrit, et beaucoup mieux que ce qu'on a fait nous. C'est une phrase de Malebranche, ou Malherbe, je crois, je ne sais plus, qui disait « Tout est dit et l'on vient trop tard ». Ok, virgule. Mais il y a la manière. Donc ce qui compte, c'est avoir sa manière, son ton et son style. Quel est votre personnage de roman préféré? Ben, je ne sais pas très bien. D'Artagnan. Oui, parce qu'il va vers l'aventure. Et enfin, dernière question, quel livre offririez-vous à un enfant? Les Trois Mousquetaires. Alexandre Dumas, sans aucun doute. Alors évidemment, c'est un peu dur hein, pour un enfant, il ne faut pas croire. C'est aussi simple que ça, Dumas. Mais quand même, Dumas, ne l'oublions jamais, c'est l'homme qui a inventé le western, inventé les séries. Il est à l'origine du récit. On prend un homme, on le suit, qu'est-ce qui va lui arriver? Début, milieu, fin. Construction impeccable. C'est le grand conteur. Comte Monte Cristo extraordinaire. Bon. Donc, à un enfant, oui, mais je lui donnerais aussi peut-être les poèmes de Prévert. Très bien. Bon, et d'Apollinaire.
Merci beaucoup, cher Philippe Labro, de cette visite à la Baule. Merci, mesdames et messieurs. Vous allez pouvoir retrouver notre invité. Et nous, on se retrouve avec Jean-Marie Roire et une maîtresse italienne de Napoléon le 5 février. Merci, bonne soirée, à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.